vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Bonsoir. Alors Renaud m'a dit que c'était une carte blanche pour Monsieur José Alfaroba. Il m'a dit qu'il aimait bien Marcel Proust et m'a demandé de faire une petite proposition sur cet auteur. Je n'ai pas vraiment su quoi choisir. Donc je voulais vous lire la recherche du temps perdu ce soir. Ça va prendre un peu de temps, mais bon. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann. À Monsieur Gaston Calmette, comme à un témoignage de profonde et affectueuse reconnaissance. Marcel Proust. Première partie, Combray. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de dire « je m'endors ». Et puis, je me souvenais alors de 1950, aussi improbable que cela puisse paraître, mais je me souviens très bien du climat superbe de ma naissance. Des 16 000 habitants, des plages de rêve où mon père me tenait par la main, dans une nudité solaire et méditerranéenne, qui a fait de moi l'être attiré par la mer que je suis. Maintenant, l'horizon et surtout l'endroit au loin où il caresse l'océan. Oui, au loin. Mais si j'avais alors à avoir un premier souvenir, si une telle chose peut bien exister, c'est un carnaval, une procession, une fête. Comme l'avenir nous dira plus tard que j'étais fait pour ça, la fête. Et le spectaculaire, se glisser dans la peau délicate, se déguiser, vivre dans un corps, le théâtre, la bijouterie familiale comme premier plateau qui nécessite expansion de la petite ville de Monchique au Portugal. Il faut sortir de l'étroit qui nous entoure, de l'étau qui se resserre. La succursale s'ouvre alors, mon père ne sera plus jamais à l'étroit. J'ai toujours détesté qu'il le soit comme moi qui ne supporte pas l'étroit, qui veut toujours l'univers comme terrain de jeu. Et doit-il alors être en expansion constante? Cela me rassure toujours. La relativité étire ma joie car elle sait que les horizons à atteindre seront toujours plus vastes, plus nombreux, plus jouissifs. Les talents d'orfèvre et de graveur de mon père, sa précision sur les matériaux précieux m'inspireront toujours. Modeler le réel pour le rendre plus beau, plus esthétique, dévoilé à la lumière. Le talent qui ne demande qu'à être aidé, qu'à être manipulé pour exploser vers le cosmos verdoyant de mes pères rêvés. Enfin, Portimao, la grande ville, l'expansion, la nouvelle école, la délocalisation par le haut, l'enfer des petites villes de province et leurs accents impossibles, au revoir la montagne, à moi la vie, la cité, l'art, les églises, la grandeur, l'épure et le désir qui ne s'arrêtera plus jamais pour ceux qui me connaissent. Maintenant, vous savez de quoi je parle. Et surtout, enfin 6 ans, l'âge où je vis enfin l'écran, enfin les 24 images par seconde, celles qui enflammeront bien plus tard tant de discussions avec Clément, et qu'il en parlera sur le plateau du théâtre des Tanneurs pour ma carte blanche. Oui, le cinéma, mon amour, l'art total, celui qui me prend par la main pour me dire que la vie mérite encore plus que d'être vécue, elle mérite de la vivre à travers le désir inébranlable de la représenter par le sublime geste, de se mettre à nu. Et même si aujourd'hui je crois être resté à l'écart du danger pur de la représentation, je crois qu'il était d'autant plus nécessaire que je fasse ce que j'étais vraiment destiné à faire, c'est-à-dire prendre par la main des artistes, comme le cinéma m'avait pris par la main, pour que je vive enfin ma vie. Jeanne d'Arc m'a paru alors comme l'épiphanie immense, celle que l'on attend tous, lovée dans la douceur de nos premières années, comme il y a eu pour certains le goût et la texture d'une madeleine dans la tasse de tilleul, il y a pour moi Dreyer, et le goût fumé du bûcher de l'hérésie qui s'est révélé être le goût absolu d'une quête artistique. Il fallait que je sois sage pour aller au cinéma, et Dieu sait que je l'ai été, et Dieu sait aussi, comme vous tous, qu'il est difficile pour moi d'être sage, comme si j'étais étranger à la sagesse, ou comme si plutôt je voyais la sagesse comme l'opposé d'une imposition réactionnaire que mon pays allait payer de plein fouet dans les années à venir, d'où ma passion pour les films d'animaux. Il faut s'imaginer la grande salle de cinéma, 1000 places, le ciné-théâtre de Portimao et son enseigne rouge à laquelle j'ai rendu hommage plus tard lorsque j'étais directeur du théâtre de Vanves et qui m'a, par la force des choses, amené ici. Lieu de parade et de pouvoir, le cinéma était organisé en 3 espaces. L'orchestre pour les classes moyennes, entendre les fonctionnaires, le 3e étage pour les artisans, les prolétaires, entendre les pêcheurs, les employés des conserveries et du chantier naval. Et puis le balcon et les loges pour la bourgeoisie, gros commerçants, politiques, médecins et moi bien sûr. Juste pour braver les interdictions au moins de 12 ans ou l'apothéose moins de 17 ans, un peu de cochonnerie coquine et ma vie va toujours mieux. J'allais rivaliser de méthodes improbables qui n'ont d'équivalent que mes prouesses de négociation avec la mairie de Vanves, mais bien des années plus tard. John Wayne,
70 mm, Hollywood, mais aussi Cinecittà, l'Italie, la Nouvelle Vague, Chabrol, Godard, Truffaut, tout ça pour moi. Notre dictateur Salazar censurait, sélectionnait pour nous, mais résister, c'était trouver ce qu'il y avait dans ces films-là de trop fin, de trop distingué, de trop révolutionnaire pour voir qu'il s'était bien fait avoir, qu'on résistera toujours parce qu'il aurait dû tout simplement interdire le cinéma s'il voulait vraiment qu'on ne puisse pas rêver. Un seul film et votre vie est changée. C'est ça que j'ai envie vraiment. C'est ça que j'ai vraiment envie de dire, au fond. Les sauts dans le temps sont aussi insensés qu'ils font sens, et voilà la raison qui me pousse ici à faire sens pour souligner l'improbabilité des liens entre les événements, mais surtout leurs intangibles connexions. 22 novembre 1969, vers 10h, j'arrivais à la gare d'Austerlitz. Tristesse grise, loin de la ville, lumière tant fantasmée, mais j'y étais, seul réconfort, le métro avait plus de 2 lignes, ce qui me paraissait déjà énorme à Lisbonne. Cartographie de la perte. J'ai toujours détesté demander mon chemin, mais je l'ai trouvé, à partir d'ici. Celui de monsieur et madame Laborie, les amis de mes parents, un premier chemin de trouver, mais tant d'autres après. Premier arrêt de métro à Champs-Élysées-Clémenceau, et je pense à une chose, qui me déporte de mes humeurs tristes et néfastes, qui me relègue bien loin du cours de l'été 68, où il me paraissait évident qu'il fallait que je quitte le Portugal. Avec mai 68, la guerre coloniale sur 5 fronts, un climat lourd et difficile à supporter, et comme seul horizon les 4 années d'armée en Guinée-Bissau, en Angola ou au Mozambique. Tous les mois arrivaient des dizaines de cercueils et pratiquement chaque famille avait perdu un des leurs. Et mon ami José Batista, malgré nos lectures de Tintin et du Club des 5, notre parcours en 4L dans tout le pays, la frontière espagnole, Séville, le passeport impossible à avoir, l'Espagne franquiste, pire que le Portugal salazariste, le café de San Sebastián, les militants d'extrême gauche, qui nous ont présenté un prêtre passeur de clandestins. Il y avait tout à faire en France, construire les stations de ski et les autoroutes, beauté éphémère des 30 glorieuses à portée de bras. Mais il n'est jamais arrivé. J'avais rendez-vous avec lui, avec mon ami José, qui, il fallait se rendre à l'évidence, n'était pas passé. Je l'avais attendu toute la nuit. Mon José Batista, je pensais à lui dans les couloirs de Champs-Élysées-Clémenceau, mais parce que parfois la beauté des instants nous font oublier nos malheurs les plus irrémédiables, je faisais une nouvelle rencontre, celle des jeunes filles parisiennes. Et je me suis rappelé ces mots du narrateur qui nous disent qu'il vient si vite le moment où l'on n'a plus rien à attendre, où le corps est figé dans une immobilité qui ne promet plus de surprise, où l'on perd toute espérance en voyant, comme aux arbres en plein été, des feuilles déjà mortes, autour de visages encore jeunes, des cheveux qui tombent ou blanchissent, il est si court ce matin radieux qu'on en vient à aimer que les très jeunes filles, celles chez qui la chair comme une pâte précieuse travaille encore. Elles ne sont qu'un flot de matière ductile pétrie à tout moment par l'impression passagère qui les domine. On dirait que chacune est tour à tour une petite statuette de la gaieté, du sérieux juvénile, de la câlinerie, de l'étonnement, modelée par une expression franche, complète, mais fugitive. L'adolescence est antérieure à la solidification complète et de là vient qu'on éprouve auprès des jeunes filles ce rafraîchissement que donne le spectacle des formes sans cesse en train de changer, de jouer en une instable opposition qui fait penser à cette perpétuelle recréation des éléments primordiaux de la nature qu'on contemple devant la mer. Et s'il est facile de se souvenir, de dire « je me souviens », n'oublions jamais que le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant, et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années. C'est sans regret, mais fugitivement donc, que je me souviens de cet escalier, Armel, cet escalier du théâtre de Gennevilliers, où je t'ai croisé, je t'ai dit « Armel ». Tu te souviens, Armel ? Je t'ai dit. Mágoa, beijo de saudade, para levar ao mar e o mar à minha terra, para levar ao mar e o mar minha terra. Minha terra que é pequenina. Um menino é filho de oceano, é filho de céu, terra de minha mãe, terra de minha acredito. Nas tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo, na tua boca de menina. Dar-te um beijo eterno, beijo de mágoa, beijo de saudade, amor e mamar, levar minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra.
Paris, mère adoptive. Place à New York. J'arrivais les images plein les yeux des films déjà tant vus, New York. Je te regarde comme si je te connaissais, New York, parce que le cinéma te fait connaître New York, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, New York. Tout le monde te connaît, New York, parce que tu es tant filmé, New York. 1980, JFK. Les aéroports sont toujours 3 lettres, mais celles-ci sont plus que 3 lettres. JFK, c'est déjà du cinéma. 42e rue, please. Times Square, taxi, choc, odeur saline, bouffe, fumée, chauffage, asphalte, pute, Yankees, Central Park. Je rêvais de toi, New York, je rêvais de toi exactement comme ça depuis que j'étais l'enfant qui rêvait, exactement comme ça. Et maintenant que je suis l'adulte, celui qui a l'âge de... Tous les ans, je me jette dans tes bras et te prends avec la même émotion. Qu'est-ce que je t'ai prise dans tous les sens. Chelsea, East Village, Tribeca, Upper West. Je me suis logé partout en toi. Tu avais quelque chose de Lisbonne, tu devais être mon Oedipe, parce que je t'ai violé et violé encore de mes pas. Retourné tant de fois. Tu me rappelais Simone, celle de Beauvoir, et Martine, le grand Scorsese. Et malgré ta chirurgie esthétique des années 80 où on t'a nettoyé car tant de fois sali, t'es encore bonne. New York. Un shoot. La première fois, ça a été comme un shoot. La deuxième fois, la troisième fois, toutes les autres fois, ça a été le même shoot. Je suis monté jusqu'à la cime de cette descente, juste sur la crête. Un mec solaire, un mec de l'Ouest. Et ma tante a tout fait pour nous séparer, elle ne voulait pas que je le côtoie. Et pourtant c'était un petit peu comme une inspiration, je sais même plus. Et il est arrivé la veille au soir, c'était sa première fois pour lui à New York. Et il était descendu à la 50e rue, je pense, et avec une chouette fille, très belle, magnifique, du nom de Mariou. C'était Neil. Surprise, s'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous refusâmes d'abord d'y croire. Et puis, tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça.
droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, hein, et des ports, et des fameux même, mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer, ou sur les fleuves, elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que là, l'américaine, elle ne se permet pas, non, elle se tenait bien raide, pas baisante du tout, raide à faire peur. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux remorques. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux dans le port de New York. Les mouettes. Moi, j'ai rien à dire sur New York, j'ai jamais été. Et puis ceux qui en parlent tout le temps me font chier. Oh yeah. Ce soir-là, je suis sorti, j'ai appelé un taxi, je lui ai dit « Emmenez-moi, monsieur. » « Où, monsieur ?»« Au meilleur endroit possible, monsieur. »« Bien, monsieur. » m'a-t-il dit. Et il m'y a emmené. Et depuis, j'y stationne. De moi-même, je ne sais pas où me mettre. Je sais que je n'ai rien à attendre en stationnant ici, mais je ne sais réellement pas où je dois me poser. Ici, du moins, les cabines téléphoniques ont les fils arrachés et servent de poubelle. Les voitures ne passent pas, sauf quelques taxis qui amènent des gens et repartent à vide. Ici, les corbeaux volent sur le dos, les chiens sont aveugles, tout le monde marche à reculons. Enfin, je suis parmi mes frères et je peux stationner. La première fois avec New York, c'était... C'est la seule ville où il y a toujours une première fois. I love New York. My girl, my girl. Ouais, oui. Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne. Ma chambre est nue comme un tombeau. Seigneur, je suis tout seul et j'ai la fièvre. Mon lit est froid comme un cercueil. Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents. Je suis trop seul, j'ai froid, je vous appelle. 100 000 toupies tournoient devant mes yeux. Ah non, 100 000 femmes. Ah non, 100 000 violoncelles. Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses. Je pense, Seigneur, à mes heures en allée. Je ne pense plus à vous. Je ne pense plus à vous. New York, avril 1912, Blaise Cendrars. Je composais mes musiques. Je piochais dans des vieux refrains de folk songs qui sifflaient dans mes oreilles dans le grand village. Au petit matin du 25 avril 1974, dans un train de nuit qui me ramenait d'Amsterdam avec Catherine, et donc paradoxe ou prémonition, j'étais aux alentours de Bruxelles. J'étais pas loin d'ici quand j'ai appris qu'un événement sans précédent venait de se produire au Portugal, chez moi. Enfin, ce qui était avant chez moi et qui était prêt à le redevenir. Le signal définitif est lancé par la diffusion à la radio des premières strophes de la chanson Grandola, de José Alfonso.
Ce signal confirme que les opérations sont en marche de manière irréversible dans tous les pays. L'un des points centraux de ce rassemblement est le marché aux fleurs de Lisbonne, alors richement fourni en œillets, dont c'est la saison. Certains militaires insurgés mettront cette fleur dans le canon de leurs fusils, donnant ainsi un nom et un symbole à cette révolution. La révolution des œillets offre la particularité de voir des militaires abattre un régime sans pour autant instaurer un régime autoritaire. Ils sont en effet porteurs d'un projet démocratique. Une semaine plus tard, le pauvre apatride que j'étais devenu atterrissait à Lisbonne, au milieu d'une liesse populaire, incroyable et inconcevable une semaine plus tôt. Soldats, ouvriers, paysans, marchands et chantant ensemble, trains, taxis, bus, tramways, arborés drapeaux rouges et œillets. Je n'avais pas prévenu ma mère. J'ai frappé à la porte de sa maison, elle a ouvert et m'a dit « Je savais que tu reviendrais. Je le savais. Il y aura pour le monde, pour le Portugal, mais aussi pour moi désormais, un avant et un après, 25 avril. » Denn in ihren blauen Augen steht es verschwiegen, wenn man sie einmal sieht, muss man sie lieben. Verehrte gnädige Frau, die sind ja so schön, hab ich nicht getraut, sie anzusehen. Pour toi, José. On imaginerait ce que le soleil du Portugal a perdu quand tu es parti et ce que les espaces noirs des théâtres ont gagné à Paris quand tu es arrivé. Tu as fait entrer le soleil du Portugal dans les espaces. Pas seulement sa puissance, mais la tienne. Par exemple, quand tu serres dans les bras, c'est puissant, comme la façon de regarder. Tu auras regardé. Pendant toutes ces années, tu auras regardé, tu nous auras regardé, nous les artistes, et tu nous auras aimés. Tu auras été puissant comme un soleil sur nous. Tu auras ouvert les portes comme une puissance sur nous. Tu auras été puissant, tu regardais. Tu disais les choses sont possibles, et si elles sont possibles, eh bien il faut les faire. Il faut les faire comme on ouvre simplement une porte et que la lumière entre. Tu as fait entrer la lumière. Merci, José. Voilà, c'était un petit bout d'histoire d'un petit gars ordinaire, d'un petit village, d'une petite ville du sud du Portugal, qui a eu beaucoup de chance de rencontrer des gens extraordinaires. Armel, une des plus belles rencontres de ma vie. La Belgique, Simenon, et aussi, et surtout, toute cette nouvelle génération. Moi, j'entame la dernière étape de ma vie, et c'est à eux
à toutes ces belles personnes que je veux transmettre ce qui m'a animé pendant tant d'années, la beauté, le bonheur, voir un spectacle, aller au cinéma, vibrer et avoir surtout cette incandescence d'essence qui nous propose tous les soirs, dans tous les théâtres du monde, à Paris, à Bruxelles, à Liège, à Portimao, à Lisbonne, le spectacle vivant. Merci beaucoup. À très vite, ici et ailleurs.